Alors mon métier de l'ébénisterie, je le pratique d'une manière assez transversale, de la création, conception à la fabrication. Et les champs d'activité dans lesquels je travaille sont assez larges. Ça peut être dans le domaine de l'art, parce que je dessine et je réalise des pièces que je vends en galerie directement. Et je réalise aussi du sur-mesure pour tous les autres créatifs qui ont besoin d'une compétence X ou Y. Ça peut être un accompagnement créatif, un accompagnement sur la conception, un accompagnement sur la fabrication. Et en même temps, il peut y avoir aussi ces démarches de partenariat réalisées avec d'autres artisans, d'autres artistes, d'autres designers ou d'autres architectes d'intérieur. Donc en fait, mon métier, je le pratique de manière... J'y mets le mot ébénisterie, mais parfois il y a aussi du verre, parfois il y a aussi du métal, parfois il y a aussi du cuir. Donc finalement, j'ai plutôt l'impression d'être un faiseur, je crois que c'est le mot plus approprié, et qui aime aller de l'idée jusqu'à la réalisation et d'accompagner les autres également dans cette démarche. C'est vrai que mon axe principal, c'est d'innover en essayant de relire ce qui s'est fait, de comprendre ce qui s'est fait, et en même temps d'utiliser ces nouvelles technologies qui offrent forcément un panel d'innovation possible, aussi bien technique que esthétique, parce qu'une nouvelle machine, un nouvel outil, permet forcément de créer un nouveau langage, et un nouveau langage qui peut être assez intéressant à mettre en œuvre en design, pour des matières, ou pour certains projets. J'ai eu la chance de faire un travail de réinterprétation il y a quelques années sur une petite commode de Paul Iribe et Clément Rousseau qui me fascinait parce qu'elle était très innovante pour l'époque, parce qu'elle était en galucha. Et je me suis dit, en fait, à l'époque, aujourd'hui ça paraît limite un peu passé, daté, etc. Mais c'était une vraie innovation de l'époque. Et le processus de création de cette petite commode, c'est que Paul Iribe avait découvert des pots et s'était dit, mais c'est génial, ces pots, on pourrait faire un revêtement pour des meubles. Et ce sont des pots de galucha. Et du coup, j'ai eu envie de copier cette pièce parce que justement, elle était fascinante pour l'époque et en même temps, il y avait un vrai défi technique. Et en fait, en faisant, ce qui a été intéressant, c'est que je me suis dit, si Paul Iribe était encore présent aujourd'hui, comment est-ce qu'il ferait cette même pièce ? Pas d'un point de vue esthétique, parce que finalement, elle était art déco, mais elle s'inspirait déjà d'une époque 18e, dans sa forme, mais dans ses matières. Et en fait, est venue l'idée de se dire, aujourd'hui, on a une problématique de matière, de recyclage, de pérennité, etc. Et je me suis dit, mais autant faire une commode. Si je pouvais faire une commode, peut-être que Paul Iribe la ferait de manière complètement recyclée. Je l'ai fait en carton, papier, caoutchouc, avec des pièces recyclées de chutes de cuisine en corian. Donc finalement, ce qui m'amusait de montrer, c'est que finalement, les deux pièces sont similaires sur le plan formel, mais complètement différentes sur les matériaux utilisés, et en même temps, elles sont semblables. La création, elle ne réside pas que dans la forme, mais elle peut résider juste dans la transformation d'une matière ou dans le choix de matériaux. Moi, ce que j'aime aussi à travers mon métier, c'est aussi l'innovation qu'on peut avoir à travers les mots. Et j'aime bien cette association créative parfois entre des mondes qui n'ont rien à voir. Par exemple, faire du bois cousu, bois souple, bois tordu, bois froissé. Je sais pas, on pourrait en citer des milliers comme ça, mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, une matière, elle pourrait prendre l'allure d'une autre. Et ce qui m'intéressait dans le bois, c'est de lui donner une dimension que peut avoir un tissu. Et forcément, ce bois souple, il pouvait être cousu, il peut être zippé, il peut être boutonné. Et du coup, ça m'a passionné parce que je me suis dit, en fait, je peux revoir plein de choses d'une manière souple. Je pourrais ouvrir une porte d'une manière complètement souple. Je pourrais faire un dessus de bureau où le dessus s'effeuille et j'accède à un rangement intérieur. C'est pour ça que ça a donné lieu à un bureau qui s'appelle un bureau à effeuiller. Et en même temps, il y aurait encore plein d'autres applications possibles avec cette matière qui ouvre forcément à la fois un vocabulaire esthétique et en même temps des innovations techniques dans l'usage. Alors ce que je trouve intéressant dans le slow made, c'est un mouvement qui est inspiré du mouvement du slow food en Italie. Dans le mouvement du slow, c'est prendre le juste temps nécessaire. Et en fait, aujourd'hui, dans nos métiers, on a un processus de fabrication qui est forcément lié au fait que l'arbre, il faut qu'il mette tant d'années pour pousser, qu'il mette tant d'années pour sécher, et il faut tant de temps pour fabriquer un objet. Et c'est vrai, dans cette accélération des temps, et parfois dans ce raccourcissement des temps, ça m'arrive souvent d'avoir des commandes qui étaient pour hier ou pour avant-hier, et il y a un besoin d'avoir juste le temps nécessaire pour faire bien, pour faire de la qualité, pour prendre du plaisir, et pour aussi assurer une forme de pérennité dans l'objet qui est fabriqué, parce que si on veut qu'il puisse perdurer, il faut qu'il soit
fabriqué avec certaines règles, et que ces règles elles prennent du temps. Et afin de mettre ça un peu en lumière, le mouvement Slow-Med, c'est justement de réunir un certain nombre d'artisans, de designers, d'artistes, et qu'ils puissent parler du temps nécessaire à leur travail. En fait, ce que je réalise rentre sans le vouloir dans, on pourrait dire, les critères du luxe, parce que forcément je fais des choses qui mettent un certain nombre de temps à être fabriquées, avec des matières qui peuvent être un peu parfois onéreuses. Donc forcément j'arrive sur des prix de vente qui sont assez conséquents. Et donc par ce biais-là, je rentre dans un univers qu'on peut appeler le luxe. Alors ça c'est un des critères. Après il y en a d'autres qui sont la typologie des objets, l'univers parfois pratiqué, parce que c'est des réponses à des aménagements, ou à des boutiques, ou à des hôtels qui sont eux-mêmes dans des notions de haut de gamme, de qualité. Et c'est dans cette notion-là que je m'inscris dans le luxe. Mais pour moi aujourd'hui le luxe, je dirais la vraie valeur que j'attribuerais, le vrai luxe que moi-même je pourrais avoir, c'est justement cette notion de temps, et de prendre le temps nécessaire de faire. Et ce qui serait intéressant, c'est de démocratiser ce temps et qu'il soit bien plus accessible qu'il ne l'est. Et ça, c'est mon principal, en tout cas, regret aujourd'hui, c'est que je me rends compte que je fais des pièces qui ne sont pas accessibles pour tous. Alors, le chef-d'œuvre, c'est quelque chose presque, pour moi, d'inatteignable, mais c'est ce qui est intéressant, c'est la quête dans laquelle on se met à chaque fois qu'on réalise un projet. En tout cas, c'est la quête dans laquelle je me mets. Et ça demande presque d'arriver en haut de la... J'assimilerais presque à une forme de pyramide, où l'objectif c'est d'arriver à une forme de quintessence de la chose, dans l'essence, voilà, c'est presque une pièce où on a envie de rien enlever, de rien rajouter. Je prends souvent l'exemple de, par exemple, si on pose la question à quelqu'un qui fabrique un édifice, par exemple je prends les constructeurs de cathédrales, la première question qu'on peut poser à un artisan qui casse ses cailloux, c'est qu'est-ce que tu fais? Le premier il dit je casse une pierre, je casse un caillou, le deuxième il dit je construis un mur, et le troisième il répond je construis une cathédrale. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que si la sagesse elle préside à la construction d'un édifice, d'une certaine manière, on peut presque aller vers une forme peut-être de chef-d'œuvre ou d'accomplissement de quelque chose d'un peu parfait, entre guillemets, parce qu'il y aurait eu une envie qui allait au-delà de la pièce physique seule, et qui avait un sens peut-être beaucoup plus précis, humaniste, ou symbolique, enfin, voilà. En tout cas, pour moi, ça réunit tellement de paramètres que j'ai l'impression que c'est très difficile de l'atteindre, ce chef-d'œuvre. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, qu'on ne cesse d'essayer de s'intégrer ou de reproduire ce que la nature fait naturellement, de manière incroyable. Moi, je trouve, quand je regarde un paysage, ou quand je regarde une fleur, ou quand je regarde à une échelle du micro, du macrocosme, je trouve tout magnifique, et j'ai envie de rien toucher, j'ai envie de juste contempler. Et quand nous, humains, en tout cas moi, quand je fais quelque chose, je suis sans cesse dans le jugement, dans le fait de modifier, dans le fait de chercher justement cette idée du chef-d'œuvre dont on parlait tout à l'heure, qui est difficilement atteignable, parce que peut-être que c'est pas naturel en fait ce que nous faisons, ou en tout cas c'est peut-être un prolongement, on essaie de recréer peut-être un acte divin, j'en sais rien, mais en tout cas une forme de création pure, et je crois que c'est en cela où la création est là pour donner du plaisir en fait, juste du plaisir au sens, d'une manière générale, et du bien-être. Pour moi, la plus belle chose aboutie d'une manière de design et d'art, c'est la nature. Ouais.